de cette situation. J'ai essayé de m'y intéresser aussi. Extrême prudence, pourquoi? Parce que, m'a-t-on expliqué, et au plus haut niveau de l'État, je dois dire, que le fait même de braquer le projecteur sur une minorité, pour employer un mot qu'on emploie souvent, pouvait, dans certains pays, la mettre en difficulté, voire en danger. J'y suis donc allé très prudemment. J'y suis allé très prudemment et je me suis rendu dans ces pays sans aucune publicité. Mon voyage a toujours été préparé comme il se doit lorsque la mission est officielle par nos ambassadeurs et sur mes indications, bien entendu, mais avec les limites aussi qui leur étaient imposées. Et si vous me permettez une petite remarque à propos de l'Égypte, et je demande par avance un peu pardon aux dames qui représentent l'ambassade, je voudrais dire que j'ai été très vite alerté sur la difficulté de la mission dans ce pays-là par une communication téléphonique. Parce que l'on m'a dit, attention, pas d'ingérence. Les chrétiens égyptiens, les Coptes, ce sont des Égyptiens comme les autres. Ce sont d'abord des citoyens égyptiens, dont acte, nous ne demandons que cela, qu'ils soient d'abord des citoyens égyptiens. Bref, cette prudence a été accrue par le fait que l'ambassadeur, notre ambassadeur en Égypte, que je connaissais avant, a eu quelques peines à établir des contacts, en particulier avec la communauté copte. Et je n'ai pas l'outrecuidance de penser que c'est ma modeste personne qui est visée. Si ces contacts ont été difficilement établis, c'est que certains estimaient qu'il y avait peut-être que ma présence n'était pas forcément bienvenue ou qu'elle était mal vue à certains niveaux. Cela illustre les difficultés et je crois illustre aussi ce qu'est la situation dans un pays comme l'Égypte et les risques que comporte cette situation. Elle a été parfaitement analysée par les juristes et par les historiens. Je veux dire à M. Sauvé que j'ai beaucoup apprécié son panorama depuis Nasser jusqu'à la Révolution. Je veux un tout petit peu parler de l'Égypte, mais vraiment un tout. Vous me pardonnerez d'être aussi elliptique. Qu'ai-je constaté? Permettez-moi de vous dire d'abord qu'il ne faut pas attendre d'un rapport parlementaire ce que l'on attend d'une thèse. Ce n'est pas une œuvre scientifique. C'est une œuvre impressionniste. Le parlementaire va dans le pays, il rencontre des gens, il essaie de s'informer. C'est forcément fragmentaire, c'est forcément imparfait et lacunaire, mais ça contribue, du moins je l'espère, à alimenter une réflexion et à permettre une vue un peu personnelle et originale de la situation. Alors qu'ai-je constaté? J'ai constaté d'abord cette espèce de crainte, sur laquelle je ne veux pas insister, mais certains de vos propos, messieurs, l'expriment assez bien. Il n'est pas nécessaire de rappeler ici certains événements dramatiques, Maspero. Je lisais encore d'ailleurs dans le journal de la Croix il y a quelques semaines, seulement, peut-être 15 jours, 3 semaines, le récit d'un événement qui s'est produit dans un village près d'Alexandrie et qui a abouti à ce qu'une trentaine de Coptes ont été obligés de quitter leur village parce que, paraît-il, un chrétien avait jeté son dévolu sur une musulmane. Et que cela a provoqué des incidents d'une extrême violence, qui montrent bien tout de même à quel péril dans quel péril risque de tomber ce pays, même s'il ne faut pas toujours envisager le pire, bien évidemment. Il y avait donc tout ce contexte qui subsiste, c'est certain, et ce qui m'a frappé lorsque je suis arrivé, peut-être était-ce dû au fait que les rencontres que m'avait ménagées l'ambassadeur étaient orientées vers ces personnes-là, c'est l'engagement d'un certain nombre d'intellectuels. Je suis allé à l'université d'Al-Azhar. J'ai salué le grand imam. J'ai rencontré son collaborateur très proche, chargé du dialogue interreligieux, qui est d'ailleurs quelqu'un qui a enseigné dans nos universités en France. Vous connaissez sans doute, et qui parle un français absolument parfait. J'ai noté les initiatives prises. J'ai noté
Par exemple, cette initiative qui s'appelle, je crois, la Maison de la Famille, qui a été prise par le grand imam lui-même et qui a pour but de rassembler les principales religions du pays pour traiter ensemble, pour que soient examinés ensemble un certain nombre de problèmes parmi les plus cruciaux qui se posent au pays, les plus chauds, j'allais dire. Et il y en a un qui est très chaud en ce moment, c'est celui de la construction des églises, des lieux de culte. C'est bien que cette construction est soumise à des restrictions extrêmement sévères qui obligent les chrétiens à aménager des salles, j'allais dire banales, ce que nous appellerions, nous, mon cher collègue maire, une salle polyvalente, pour y célébrer les offices, et puis on transforme ça précisément en un édifice religieux comme on peut. Et ça provoque d'ailleurs des troubles, souvent dans le voisinage, parce que les musulmans les moins ouverts, disons, ne supportent pas cela. Donc c'est un vrai sujet. Et la Maison de la Famille a entrepris de traiter ce sujet. Elle a même fait des propositions, et je crois savoir d'ailleurs, qui mettaient d'ailleurs sur le même plan, si je suis bien informé, la construction des lieux de culte, quelle que soit la religion. Je crois savoir que cette proposition n'a pas été retenue. Al-Azhar, mais aussi du côté des chrétiens, vous en avez qui sont très engagés dans le dialogue interreligieux. Et je pense aux dominicains. Les pères dominicains au Caire, moi j'ai tout de suite, pardonnez-moi, c'est certainement très excessif et comparaison ne vaut pas. Mais l'ambiance était celle des moines de Tibérine, si vous me permettez, hein, évidemment, mutatis mutandis, hein, j'espère que l'issue ne sera pas la même, j'en suis même convaincu. Mais leur engagement, leur foi dans l'aboutissement de la Révolution m'a beaucoup impressionné. Et aussi, je dois le dire, j'ai également été frappé par la déclaration de beaucoup d'intellectuels disant ben, il y a une étape par laquelle il faut passer. La démocratie, ça ne s'établit pas comme ça, ça ne naît pas spontanément, ça s'apprend progressivement, et il faut du temps. J'ai même entendu d'ailleurs notre ministre des Affaires étrangères européenne rappeler aux Français combien il nous avait fallu du temps pour que s'établisse chez nous une démocratie pacifique. Mais tout à fait d'accord. Je dis simplement que c'est vrai, il faut regarder la démocratie en considérant l'avenir. Mais il ne faut pas négliger le présent. Parce que le présent, ce sont des hommes et des femmes. Et parfois des hommes et des femmes qui souffrent. Alors, j'ai beaucoup de respect pour ces intellectuels. Et je crois qu'ils ouvrent une voie. Et que cette voie, il faut évidemment l'explorer, y entrer et l'explorer. C'est la chance du pays. J'ai noté dans vos propos, même messieurs, vos propos les plus lucides, et parfois sans illusion, j'ai noté que pour vous, la révolution était une espérance. Je crois qu'il ne faut pas renoncer à cette espérance. Même si il y aura des balbutiements, même si nous le savons bien, il y aura des balbutiements, il y aura des erreurs, il y aura même des fautes, il y aura même parfois des événements dramatiques, n'en doutons pas. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue l'objectif. Donc, j'ai été frappé, je le redis, j'ai également rencontré le vice-président du Comité national, je crois que c'est son nom, des droits de l'homme. Le vice-président, le président étant M. Boutros-Ghali, évidemment, que je n'ai pas pu voir, mais son vice-président m'a longuement reçu, et j'ai été très frappé par ce qui m'a été dit, par la volonté qui a été exprimée, et je mets ça dans les contacts qui m'ont été qui m'ont le plus marqué et qui m'ont laissé l'impression évidemment la plus favorable. Mais je dis aussi, attention, pas d'illusion. Avançons, mais avançons les yeux ouverts. Alors je dois dire, parfois je suis un petit peu étonné. Il se trouvait, pardonnez-moi de citer un grand écrivain pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, c'est Tahar Ben-Jelloun. Je cite une phrase. Le printemps
signe la défaite de l'islamisme. Le printemps signe la défaite de l'islamisme. Moi, je le voudrais bien, mais rien n'est moins sûr. Donc, engagement, foi en l'avenir, c'est vrai, mais aussi volonté d'avancer les yeux ouverts et en protégeant le droit des personnes. Et j'ai bien entendu ce qui avait été dit en particulier tout à l'heure par les messieurs qui se sont exprimés, les juristes, constitutionnalistes et historiens. J'ai bien entendu les précautions qui pouvaient être prises dans la Constitution. J'espère qu'elles le seront. J'ai entendu aussi ce que nous a dit M. Sonnet tout à l'heure, le fait que le président de la République est élu avant même que la Constitution soit adoptée. D'ailleurs, on ne connaît pas exactement ce que seront ses pouvoirs, puisque la Constitution n'existe pas. C'est vrai que c'est une démarche qui est ce qu'elle est, mais qui n'a pas la logique à laquelle nous sommes habitués. Donc, prudence quand même, et vigilance. Et à ce propos, je voudrais dire que quand on regarde les déclarations des instances internationales, en regardant mon collègue qui est un spécialiste, Jody Borgo, quand on regarde les déclarations, je cite, du Conseil de l'Europe, du Conseil des affaires du Parlement européen, du Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne, de la présidence du Conseil de sécurité des Nations unies. On est frappé par la qualité de ces déclarations, de ces objurgations adressées aux différents pays dans lesquels ont lieu ces printemps. Moi, ce qui me frappe, c'est que trop souvent, on s'en tient aux paroles, on s'en tient aux propos. C'est important, les propos en politique, parce que parler, c'est agir en politique. Mais ça ne suffit pas toujours. Et je pense qu'il faudrait que dans les institutions internationales, les déclarations comme celles excellentes qui ont été faites soient suivies des faits, et qu'en tout cas leurs effets soient suivis par les institutions elles-mêmes. Je pense, cher collègue Jody Borgo, que l'Union européenne s'honorerait si elle prévoyait un dispositif de suivi qui permettrait de voir dans les différents pays comment les choses se passent. C'est peut-être utopique ce que je dis, mais ce serait certainement extrêmement utile. Alors, je vais terminer mon propos déjà trop long, parce que je sais que certains regardent la montre. Les remèdes. La modestie des remèdes en face de la situation peut choquer, surprendre. Mais moi, je suis enseignant de formation et d'origine. J'ai enseigné assez longtemps, j'ai exercé des responsabilités au ministère de l'Éducation nationale. Je crois à l'enseignement. Et une chose m'a frappé dans ces pays, en Égypte peut-être plus particulièrement, c'est l'état de délabrement de l'enseignement public, l'état d'insuffisance grave de l'enseignement public, la conception même de l'enseignement qui est fondamentalement dépassée, basée sur la répétition, ne développant pas l'esprit critique, n'enseignant pas le respect des droits de l'homme, le respect que les religions doivent avoir entre elles. Il me semble que là, il y a quelque chose à faire, en liaison bien entendu avec les autorités égyptiennes, mais il me semble que c'est essentiel. Or, il se trouve que la France a, dans ce pays-là, une tradition, vous l'avez dit, messieurs, beaucoup mieux que je ne saurais le faire, et une place historique qu'elle devrait valoriser peut-être encore plus. Qu'elle y dispose d'un réseau culturel à laquelle elle ne donne pas les moyens qui lui permettraient d'être présente. Il y a des institutions religieuses qui jouent un rôle éminent dans ce pays. Un rôle éminent pour la francophonie, mais on sait très bien que la francophonie est porteuse de valeurs. Et je crois qu'il y a pour notre pays, pour la France, là, un enjeu extrêmement important. Donc je termine mon propos, forcément très insuffisant, en disant, premièrement, oui, cette révolution est porteuse d'espoir. Mais ne nous berçons pas d'illusions. Il faut être vigilant et on n'avancera pas convenablement si on n'ouvre pas les yeux, si on ne regarde pas les périls de la route. Il faut donc prendre des dispositions pour que la révolution ne soit pas confisquée, pour reprendre une expression qui a été utilisée.